Alors, donc, en introduction, je pourrais commencer par dire que la banlieue en France, vous savez certainement, se fait connaître depuis 20 ans par intervalles réguliers, même dans l'actualité internationale, par des épisodes dits de violence provenant de sa jeunesse, qu'on appelle, avec des guillemets, jeunesse d'origine immigrée. Donc, une date importante, c'est la date première émeute vraiment importante en 90 dans la banlieue lyonnaise, à Vaux-en-Velin, pour finir par les émeutes de 2005 qui ont fait parler d'elles dans le monde entier. Et puis aussi autres actes dits de violence, les actes dits de terrorisme, là je mets des guillemets à chaque fois bien sûr, de la part de jeunes, il se trouve qu'ils sont tous les deux d'origine algérienne, Khaled Kelkal à Lyon en 1995, tué par la police, filmé en direct par la télévision M6, et Mohamed Merah en 2012, dont je vais parler tout à l'heure. Alors ce que j'essaie de dire en tant que sociologue, c'est est-ce qu'on peut parler autrement de la banlieue? Est-ce que la banlieue aujourd'hui est de plus en plus assimilée par une série de raccourcis aux classes dangereuses qui menacent l'ordre social et aux enfants d'immigration postcoloniale, de plus en plus perçus, en tout cas dans l'espace public, dans pas mal de presse aussi, comme des suspects sociaux à surveiller en permanence ou perçus même comme non assimilables. Alors il me semble que réfléchir comme sociologue sur la banlieue, c'est essayer, en tous les cas, essayer de tenter de déplacer le regard et de mon point de vue, essayer de réinscrire les transformations qu'il faudrait finement historiciser de la banlieue, les réinscrire dans le mode de reproduction, dans ce qu'on peut appeler la crise de reproduction du monde ouvrier, des classes populaires en France. Donc, voilà mon point de vue, mon argument central, c'est cette question-là. Il ne faut pas autonomiser la question de la banlieue d'un ensemble de transformations sociales, notamment liées aux classes populaires. Il faudrait aussi, bien sûr, ce que je ne vais pas faire aujourd'hui, parler très finement de la question du logement social, de son évolution, de la politique menée en la matière. Et pour pouvoir réinscrire cette question de la banlieue dans des phénomènes plus larges, qui sont ceux de la crise de la production du monde ouvrier, il faut travailler, à mon avis, de façon centrale sur la question des transformations du système éducatif, de transformation du marché du travail, sur la question essentielle de la dévalorisation, pour reprendre le langage de Marx, de la force de travail simple, et des différentes stratégies que les personnes en question essaient d'avoir pour obtenir une reconnaissance sociale, ce que Bourget appelle la quête de capital symbolique. Alors pour que mon exposé soit à peu près vivant, d'abord j'ai fait un plan, comme tout bon français, et ensuite je vais partir de cas concrets. Donc je vais dans un premier temps essayer de vous présenter 3 trajectoires de jeunes qui sont des garçons. Mon exposé sera masculiniste parce que, effectivement, j'ai oublié de préciser, quand on parle de la banlieue, on parle beaucoup de garçons et beaucoup moins de filles. Je vais essayer de vous montrer pourquoi. Donc je vais présenter 3 trajectoires, 3 histoires de jeunes dits de banlieue qui sont contrastées. L'histoire dont vous avez tous entendu parler, bien sûr, c'est celle de ce jeune de Toulouse qui a tué il y a un mois 7 personnes, Mohamed Merah. Revenir sur son histoire, sans bien sûr porter aucun jugement sur cette affaire, on essaie de vous montrer finalement qui était cette personne qui est allée si loin dans ses actes, et je vais comparer cette trajectoire avec d'autres trajectoires de réussite, entre guillemets, de banlieue, de jeunes qui viennent de banlieue. L'un qui s'appelle Omar Sy, qui est un acteur d'origine sénégalaise, qui a fait un film en France qui a un grand succès, plus de 20 millions de spectateurs, qui s'appelle Les Intouchables, qui a grandi en banlieue à Trappes, et un autre plus âgé qui s'appelle Mohamed Abidi, qui sort un film en ce moment avec Jamel Debbouze sur le retour au bled, entre guillemets, le retour au village des enfants d'Algérie. Donc je vais commencer par mettre en scène ces 3 histoires, et ensuite j'essaierai de vous montrer comment on peut, sinon les interpréter, du moins les mettre en perspective, en insistant justement sur ce qui me paraît important, à savoir l'école, le marché du travail, et aussi la question de la perception qu'on a de la banlieue. Et je finirai sur ma 3e partie, ça sera aussi autour de peut-être changer le regard sur la banlieue, c'est d'essayer de montrer aussi comment la banlieue peut être pensée comme une ressource, entre guillemets, la banlieue est sous plein de guillemets, essayer de vous montrer comment on peut, à partir de différentes histoires, montrer qu'il y a un potentiel, je crois, de ressources à la fois intellectuelles, d'énergie mobilisable, pour faire en sorte que cette banlieue soit vue autrement que simplement sur le point de vue, à partir du point de vue de la stigmatisation, qui est le point de vue globalement aujourd'hui pris sur la banlieue.
Alors donc je vais commencer par ces trois histoires de ces trois garçons de banlieue, parce que je pense que ça nous permet d'entrer un peu dans le détail des histoires et de comprendre un peu comment on grandit en banlieue. Donc je vais commencer par le cas le plus célèbre, celui qu'on a qualifié de terroriste musulman, Mohamed Merah. Il est né en 1988 à Toulouse, donc il meurt, il a 24 ans. Son père, au départ, travaille dans une fonderie. Son père est un ouvrier. Sa mère élève ses 5 enfants. Et assez vite, le père disparaît de l'horizon familial et il va être élevé seul avec ses 4 frères et sœurs par sa mère dans un quartier populaire de Toulouse. Donc c'est déjà un premier cas intéressant de ces années déjà 90 où on voit comment aussi la crise sociale se traduit par des ruptures conjugales plus fortes. La deuxième conséquence de cela, bien sûr, c'est toutes les difficultés scolaires qu'il a pu rencontrer. Il a changé 3 fois d'école primaire, il a changé 2 fois de collège, il a été exclu du collège, il n'a pas réussi à obtenir de diplôme, il s'est arrêté au niveau de la 4e, il a été un peu sauvé parce que dans un premier temps, il a eu la possibilité d'avoir un apprentissage, comme on dit, chez un carrossier, un réparateur automobile qui lui a un peu tendu la main, parce que parallèlement, comme souvent les choses vont de pair dans la matière, en même temps qu'il est un peu déscolarisé, il commence à entrer dans des logiques un peu de déviance en fréquentant des copains à lui plus âgés. Il continue à jouer au football, mais il commence à faire des petits larcins, des petits vols. Il est repéré par la police, il est repéré par la justice, et petit à petit, il va être pris en charge par ce qu'on appelle en France des éducateurs. Des éducateurs qui essaient de remettre des pieds à l'étrier de ces jeunes. Un fait qui n'est pas complètement banal, il va frapper son éducatrice et ensuite il va commettre 6 mois plus tard un vol beaucoup plus important qui va lui faire aller en prison pour 1 an et qui va lui faire perdre son travail d'apprenti. Alors, quand on regarde un peu après, c'est à partir du moment où il entre en prison que, effectivement, il va rencontrer d'autres personnes, il dit qu'il va commencer à lire le Coran, et il va, à la sortie de prison, faire un long voyage au Pakistan. On ne sait pas trop exactement ce qu'il a fait. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est peu connu de la part de sa famille. Il va aller au Pakistan, et il va être ensuite, il va revenir dans son quartier, à Toulouse, où il va se faire connaître de manière défavorable. Je vais insister sur un point qui me paraît très important, dont on n'a pas assez parlé dans la presse. En fait, quand il revient après son voyage au Pakistan, il se signale par son prosélytisme, c'est-à-dire qu'il passe son temps à haranguer les jeunes du quartier, à les faire venir chez lui pour leur montrer des vidéos extrêmement trash, extrêmement violentes sur ce qui se passe en Afghanistan. Et lors de ce moment donné, il prend un jeune qui a 17 ans, qui a 15 ans, il l'emmène dans son appartement, il lui montre ses vidéos. Et ce jeune, d'origine aussi algérienne, va raconter à sa mère ce qui s'est passé. Et sa mère va bien sûr protester et va porter plainte contre lui. Donc il y aura une plainte qui va être déposée au commissariat de police du Point pour contester cette façon de montrer à ces jeunes ce prosélytisme violent. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que finalement, cette plainte n'a jamais abouti. Donc on pourrait dire que ce Mohamed Merah, il a été assez vite connu défavorablement dans le quartier, il aurait été repéré par, bien sûr suivi par le renseignement, mais des choses de base, finalement, comme le fait de suivre de près quelqu'un qui fait ce prosélytisme-là, c'est très intéressant de voir que la police n'a rien fait. Donc s'intéresser aussi, là aussi j'irai bien sûr de façon centrale, la manière dont la police travaille dans les quartiers. Aujourd'hui, on sait très bien que les plaintes des habitants, parce que dans les quartiers dits housing project, les quartiers d'habitat social en France, il y a beaucoup de problèmes, mais en fait, ceux qui interviennent par la police, ce sont la brigade anticriminalité pour prendre les jeunes à l'extérieur, mais pour régler les problèmes internes de voisinage, la plupart des habitants du quartier vous disent qu'ils ne voient jamais la police. La police n'intervient jamais. Un exemple classique, c'est ce qu'on appelle les quads, ce sont des petites motos qui font beaucoup de bruit, qui réveillent les habitants à 2h, 3h, 4h du matin. Et j'ai fait au Blanc-Ménil il y a quelques années d'entretien avec des mères de famille qui me racontaient à quel point leur vie était, entre guillemets, pourrie, perturbée par ces petits actes de déviance, et à quel point la police n'intervenait jamais. Alors, ce cas-là me paraît intéressant parce qu'il résume bien ce sur quoi je vais insister par la suite, c'est cette fraction de la jeunesse populaire qui est déscolarisée,
qui entre dans des logiques de bande et qui surtout n'a aucun point d'appui possible. C'est-à-dire que les éducateurs sont beaucoup moins nombreux, on est de plus en plus dans une politique de punishment, de sanctions, mais il n'y a aucun, ce qui se faisait il y a 20-30 ans, il y a toujours eu de la délinquance, de la déviance dans le milieu populaire, mais d'une part, on n'appelait pas tout le temps la police, et d'autre part, il y avait un tissu associatif qui jouait un rôle assez important, et aussi un regard de voisinage pour essayer de socialiser ou resocialiser ces jeunes. Et donc, je vais comparer dans un deuxième temps avec une trajectoire justement qui est très différente, une trajectoire de réussite. Mon exposé, il ne s'agit pas de donner une vision enchantée de la banlieue, mais c'est essayer de vous faire comprendre que la banlieue reste un monde qui, malgré tout, malgré la concentration de la pauvreté dans ces lieux-là, reste marqué par une forte hétérogénéité des trajectoires des jeunes garçons ou des filles. Donc je vais prendre un deuxième exemple qui me paraît intéressant, c'est l'exemple du jeune acteur qui s'appelle Omar Sy, qui a joué dans Les Intouchables, qui lui est né en 1981, donc il a 7 ans de plus, et donc il appartient justement, il a grandi dans une petite ville de l'ouest parisien, Trappes, qui est une ville anciennement communiste, avec un très gros nœud ferroviaire, beaucoup de cheminots, et à côté des usines automobiles de la vallée de la Seine. Son père était magasinier chez Renault, et son père sénégalais, sa mère était femme de ménage. Ils sont 9 enfants. C'est le 4e. Donc, on pourrait dire, c'est une famille africaine classique, entre guillemets, immigrée récemment, avec une fécondité qui reste traditionnelle, un grand nombre d'enfants, mais une famille qui est très soudée. Une famille qui, avec un père extrêmement présent, qui va cesser de dire à ses enfants que l'essentiel c'est d'avoir une attitude droite, et mettant en garde, la première chose dont le fils a parlé à son père, c'est, il nous a toujours dit, vous faites ce que vous voulez, mais le plus important c'est 1, l'école, 2, pas de police à la maison. Donc il raconte à quel point justement dans cette famille les choses sont cadrées. Et lui est un enfant qui réussit relativement bien à l'école, il ne travaille pas beaucoup, mais il est bon en maths, il arrive à avoir une scolarité normale jusqu'au collège, et ensuite après le collège, il va entamer des études professionnelles. Là aussi c'est intéressant, famille africaine, donc il n'y a pas d'aspiration, d'inflation des aspirations scolaires, il a un bon niveau scolaire mais pas extraordinaire, donc il va jouer la sécurité en faisant un bac professionnel qui s'appelle froid et climatisation. Donc c'est un bac où on devient ouvrier qualifié pour travailler dans les chaînes de froid. C'est un diplôme qui en général fait obtenir un travail par la suite. Simplement, par la suite, ce qui va se passer pour lui, c'est qu'à 18-19 ans, il est le meilleur ami du frère d'un grand acteur star français qui s'appelle Jamel Debbouze. Jamel Debbouze, qui est spécialisé dans le stand-up, qui a fait aujourd'hui en France, qui est un acteur très connu, qui habite maintenant rue du Four à Paris, a grandi dans une famille marocaine de Trappes, et donc très tôt il a réussi très bien sa vie, et donc il va passer son temps, depuis qu'il est célèbre, à sortir, comme il dit, le plus possible des enfants, des copains de Trappes, de leur milieu. Et donc, comme ce Omar Sy est un type, il fait 1m91, il est très spectaculaire, et il a une sorte de talent un peu né de comédien qu'il explique par sa socialisation familiale, c'était le pitre de la famille. Il va être repéré par Jamel Debbouze et il va entrer comme petit poulpeau, comme petit salarié dans la radio Nova à Paris, et c'est là qu'il va, dès l'âge de 19 ans, faire ses premières armes avec un autre copain qui s'appelle Fred Testo, et ils vont lancer des premiers sketchs, et ensuite ils vont entrer par Canal+. Donc là, ce qui est intéressant dans cette trajectoire, c'est à la fois, on pourrait dire, la socialisation familiale assez stricte, un parcours scolaire très honorable, et aussi la ressource collective que constitue le fait d'être dans un quartier quand vous avez la chance d'avoir quelqu'un comme Jamel Debbouze. Et là aussi, il faut insister sur le côté parisien, le marché du travail artistique parisien, c'est pas Toulouse. Il y a un tas d'opportunités possibles qu'on peut avoir grâce aux radios. Il y a beaucoup de jeunes de banlieue qui sont entre guillemets sortis grâce à ce travail-là, grâce à des réseaux de ce type. La troisième trajectoire sur laquelle je voudrais insister, c'est la trajectoire de quelqu'un qui est moins connu, qui s'appelle Mohamed Hamidi, H-A-M-I-D-I. C'est quelqu'un d'intéressant, et que j'ai lu sa trajectoire dans un très bel article, j'ai trouvé, de Macha Seri dans Le Monde, à propos d'un film qui est tourné par Jamel Debbouze et Mohamed Hamidi, et le metteur en scène, sur le thème du retour au bled des Algériens.
Le thème du film, c'est finalement, c'est une histoire familiale, ça correspond à l'histoire de Mohamed Abidi. Ses parents, son père est venu en France en 1953, ils ont élevé eux aussi 7 enfants, qui ont tous réussi scolairement, ils sont tous bacheliers, c'est une réussite exemplaire au niveau scolaire, et donc ce père, à la fin de sa vie, est aidé par ses enfants pour construire enfin la maison au bled. Et à un moment donné, en 2007, ce Mohamed Abidi, qui est né lui en 1972, qui a 40 ans aujourd'hui, revient avec son père voir la maison qu'ils ont construite, où il y a 10 chambres, il y a 10 enfants. Il y a 10 chambres pour chaque enfant. Mais il s'aperçoit que cette maison n'est jamais fréquentée. Cette maison, cette grande illusion de retour au bled, ce que Sayad a très très bien étudié sur cette espèce d'illusion collective qu'entretient l'immigration. Donc le film parle de cela. Et dans ce très bel article de Macha Seri, que je vous conseille, paru en début de semaine dernière dans Le Monde, ce Mohamed Abidi revient sur sa trajectoire. Et quand il parle de sa trajectoire, il est agrégé d'économie de gestion, donc c'est un très bon élève, mais il raconte, c'est le 5e, je crois, enfant, il raconte un peu en détail comment il a grandi. 6 filles, 3 garçons dans une cité, à Bondy. Existence sous prêt, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et voilà ce qu'il dit. Mes sœurs aînées ont apporté à la maison les bouquins, la cuisine, la modernité. Et donc il a fréquenté, quand il était jeune, le centre de loisirs, la bibliothèque, la piscine municipale, qui vont plus de distraction. Les bonnes vacances de la mairie l'ont permis d'aller en famille, de partir une fois en Bretagne. À l'adolescence, il lit, il dévore Stendhal, Maupassant, Flaubert, il se met à la guitare, il se passionne pour Alan Parker et Martin Scorsese. À 25 ans, il enseigne à Bobigny, et ensuite, au bout de quelques années, parce qu'il considère justement, c'est une phrase assez intéressante, le problème en banlieue, c'est qu'on s'occupe toujours des durs, des méchants, jamais des bons. C'est pour ça qu'il devient ensuite enseignant. Et il insiste sur le fait qu'il a bénéficié de l'expérience des aînés, etc., etc. Et ensuite, il quitte l'enseignement pour devenir responsable d'une expérience journalistique intéressante, qui s'appelle le Bondy Blog. Le Bondy Blog, c'est des journalistes de Suisse qui ont créé pendant les émeutes, qui sont installés à Bondy et qui ont observé de près, comme des sociologues et des ethnographes, ce qui se passait dans une ville de banlieue. Ils sont restés pendant 1 an à essayer de donner un autre point de vue de la banlieue en restant sur place. Et donc ça existe toujours, c'est consultable sur le net, le Bondy Blog. Et quand les journalistes suisses sont rentrés en Suisse, lui, Mohamed Abidi, a pris la suite de ces journalistes et pendant plusieurs années a travaillé au Bondy Blog. Et puis en 2008, il fait la rencontre de Jamel Debbouze aux États-Unis. Ils se prennent d'amitié, si l'on peut dire. Et comme Jamel Debbouze a beaucoup d'argent, il accepte le scénario que Mohamed Abidi va lui écrire autour de cette question du retour au bled. Il y a une belle expression de Mohamed Abidi, de Jamel Debbouze. Les parents aussi sont saignés à blanc pour édifier une maison dans le faux espoir d'y retourner avec nous. Elle tombe en ruine à Taza, ville la plus pauvre du Maroc, parce que notre bled, c'est la France, ce qu'ils n'avaient pas calculé. Alors dans cet exemple-là, ce que je trouve intéressant, ce troisième exemple, c'est bien sûr, avec 17 ans d'écart par rapport à Mohamed Merah, c'est toutes les instances de socialisation qui existaient notamment en banlieue parisienne, qui ont fait grandir des jeunes de banlieue, qui leur en font rencontrer par l'école la culture scolaire légitime, mais aussi par tout un tas d'autres instances, les maisons de quartier, les maisons de jeunes, les centres de vacances, qui faisaient en sorte que la Bretagne, qu'une partie de ces jeunes de banlieue sortaient aussi du quartier pour rencontrer d'autres personnes et peut-être aussi faire en sorte que l'écart entre le nous et le eux soit moins fort qu'aujourd'hui. Ce qui me semble le plus important à dire aujourd'hui, c'est effectivement cette question des frontières sociales et frontières mentales, ce mur qui existe entre le monde de la banlieue et le monde des inner city, le monde du centre-ville. Tout le travail que j'ai fait, me semble-t-il, Emmanuel Gentillette qui présente ce bouquin a pris une valeur. C'est un bouquin, à mon avis, intéressant parce que Younes Amrani montre bien justement comment il se construit à l'intérieur de ce monde de la cité et comment pour lui il est extrêmement difficile pour lui d'aller du côté du monde des autres, des Français, comme ils disent, des Blancs, des Gaulois, etc. Ces obstacles sont à la fois matériels mais aussi mentaux, on pourrait dire, dans la peur aussi de la rencontre de l'autre, la peur d'être jugé, d'être mal jugé, la peur de la stigmatisation, etc. Donc ça, j'ai tracé un peu, si on peut dire, un décor avec ces 3 trajectoires. Maintenant, dans un deuxième temps, je vais essayer de montrer comment on peut analyser ces trajectoires au prisme des transformations sociales de la banlieue.
Alors, je vais insister sur au moins 3 points. Premier point, la question du sociodémographique. En quoi les banlieues ont-elles changé d'un point de vue sociodémographique? J'aurais pu vous amener un tas de statistiques, mais je vais vous le dire de manière un peu orale. Le deuxième point, je vais reprendre le titre d'un mémoire d'un étudiant qui a passé 9 mois dans une cité de Saint-Ouen, et le titre de son mémoire, que Gérard Auger et moi avons dirigé à l'école de hautes études, s'appelle de manière assez éloquente « Pas de diplôme, pas de taf, pas de meuf ». Pas de taf, c'est pas de travail, pas de meuf, c'est pas de femme. Donc c'est le titre de son mémoire, mais qui correspond à une expression d'un de ces jeunes qui a 19-20 ans, qui a réussi un petit bac, comme il dit, et qui a fait un petit tour à la fac, et qui, après ce petit tour à la fac, se retrouve à zoner, entre guillemets, dans son quartier, en essayant d'éviter de tomber du mauvais côté du mauvais côté. Et dans un troisième temps, j'assisterai bien sûr, ce qui me paraît aussi très important, la question du traitement de ces jeunes de banlieue à travers la question de la police et de la justice. Je ne vais pas sombrer dans la dénonciation tous azimuts, mais il me semble que c'est quand même quelque chose d'assez important de voir comment beaucoup de choses se jouent aussi aujourd'hui en matière de gestion policière et de la justice de ces jeunes. Alors, premier point, le changement de la population des banlieues. Alors, on a bien sûr en France une catégorie qui est assez rustique, qui s'appelle, créée au début des années 2000, les zones urbaines sensibles, les US. Vous savez qu'en France, nous sommes très amateurs de cibles. Donc, les US, grâce à ce ciblage administratif qui cumule beaucoup de propriétés, on a quelques données statistiques de base sur les habitants de banlieue. Alors, la première chose à dire qui est extrêmement importante, c'est l'importance, l'expansion du turnover dans les US. C'est-à-dire qu'en fait, les habitants restent de moins en moins longtemps dans les cités. Il y a depuis la dernière enquête de recensement de 2009, d'après la dernière enquête de l'Observatoire des US, il y a la moitié de la population des US qui a changé de lieu. Donc, il faut insister sur le fait qu'il y a une population qui est changeante, il y a des gens qui sont fixés, on pourrait dire assignés en banlieue, ce sont les plus pauvres, mais il y a un énorme turnover en banlieue. Et donc il faut insister sur les gens stables, les personnes stables, les ménages stables aujourd'hui en banlieue sont effectivement, d'un point de vue socio-économique, cumulent les handicaps, à la fois précarité économique, pauvreté économique, beaucoup d'entre eux sont au RMI ou au RSA, beaucoup d'entre eux sont au chômage, et puis il y a bien sûr une très forte surreprésentation de familles monoparentales, avec la plupart du temps, dans 80% des cas, des familles monoparentales, avec une mère qui élève seule plusieurs enfants. L'autre aspect très important, c'est que, en termes de population, c'est que les cités HLM, les US, sont aujourd'hui le lieu où arrivent les dernières vagues d'immigrés. Et là aussi, il faut changer nos lunettes, nos perspectives. Aujourd'hui, si on prend l'exemple des banlieues parisiennes, la majorité des Maghrébins, Algériens, Marocains, Tunisiens, ont quitté les HLM pour s'installer en pavillon, j'irais à 10, 20, 30, 40, 50 km de Paris. C'est un peu valable aussi à Lyon. J'ai une thésarde qui fait une thèse sur les lotissements périurbains dans la banlieue lyonnaise qui le montre très bien. Donc arrivent aujourd'hui en banlieue les nouvelles immigrations. Si on prend l'exemple de la banlieue nord de Paris, il y a bien sûr l'immigration africaine, l'Afrique subsaharienne, mais il y a aussi tout un tas de nouvelles formes d'immigration, l'immigration d'Asie du Sud-Est, bien sûr, mais aussi les Bengalis, les Indiens, les Turcs, les gens qui viennent d'Afghanistan. Donc il y a une nouvelle population qui, là aussi, est obligée de faire son travail d'acculturation, entre guillemets. Ce qui me semble important de dire, c'est qu'aujourd'hui, du fait même de la paupérisation des quartiers, de la paupérisation aussi des villes, les infrastructures, ce qui permettait malgré tout, peu ou prou, aux villes d'accueillir cette population, cet accueil se fait de moins en moins bien, de façon de plus en plus difficile, dans différents endroits. Alors, un dernier point sur lequel je voudrais insister, bien sûr, qui est très important, c'est ce mouvement de départ des familles immigrées vers les zones périurbaines. Si on regarde de près, par exemple, les élections récentes en France, élections présidentielles, si on regarde de près le vote Front National, on s'aperçoit que les banlieues, généralement à la fin, ont voté, les jeunes de banlieue soit ne votent pas, il y a un très fort abstentionnisme des jeunes, soit ils vont voter plutôt à gauche, Hollande, etc. En revanche,
il y a toute, si on prend l'exemple parisien, il y a toute la grande couronne parisienne, là où le vote Front National est très fort, c'est dans les nouvelles villes, nouveaux lotissements périurbains, où vous avez à la fois des familles qui ont essayé de fuir l'ambiance des cités, la peur les mauvaises écoles, les mauvaises fréquentations, et qui se trouvent confrontées dans ces lieux-là à d'autres problèmes matériels, mais aussi qui se trouvent confrontées à l'arrivée de familles immigrées qui, elles aussi, ont fui les cités. Il y a un livre en France qui est sorti, qu'on a publié à Découverte, qui s'appelle « La France des petits moyens ». Petits moyens, c'est une expression indigène de personnes qui sont dans cette région-là, qui ont voulu quitter les cités, et qui disent « Nous, on n'est pas des riches, on n'est pas des classes moyennes, on n'est pas non plus des classes populaires, on est des petits moyens ». Et donc, ils ont essayé de construire une respectabilité en fuyant les cités. Donc, insistance aujourd'hui, les cités, malgré tout, se paupérisent et se recrutent de plus en plus une nouvelle vague immigrée. Deuxième point plus important, bien sûr, c'est ce triptyque pour les jeunes, pour la fraction des jeunes qui ont échoué plus ou moins à l'école. Pas de diplôme, pas de taf, pas de neuf. Alors, la question de l'école, c'est fondamental. Comme vous le savez peut-être en France, on est plus que jamais une société où le diplôme commande très largement le type de profession envisagée, le type de revenu envisagé, contrairement à tous les discours de type l'école ça ne sert plus à rien, les diplômes, etc. C'est totalement faux. Toutes les enquêtes d'insertion du CEREC montrent le lien étroit qu'il y a entre niveau de diplôme et profession obtenue, et surtout montrent la corrélation très forte entre absence de diplôme et probabilité d'être au chômage. Alors, qu'est-ce qui se passe en matière d'école? Ça, je pense que ce sont des résultats absolument centraux. Vous avez, grâce aujourd'hui à des enquêtes par panel, on peut suivre de la 6e jusqu'à la terminale par cohorte. On peut suivre une cohorte de jeunes Français qui sont allés de la 6e jusqu'à la terminale ou non, et on essaie de voir qui sont-ils. Alors, là, je fais référence à un très bel article de Annick Kieffer et Yael Greenbaum, Population, en 2010. Donc elles ont fait un travail un peu fin pour savoir finalement sur ces 7-8 années de scolarité après la 6e, comment évoluent les trajectoires scolaires des jeunes à partir notamment de leur origine sociale et de leur origine, entre guillemets, nationale. Bon, on s'aperçoit d'abord que l'échec scolaire en milieu populaire reste plus fort que jamais. Un seul exemple qui me paraît très important, on s'aperçoit par exemple que dans l'entrée en 6e, vous avez à peu près 25%, un quart des enfants d'ouvriers employés globalement en France, qui sont déjà en retard, un quart déjà en retard en 6e. C'est-à-dire qu'ils ont déjà redoublé l'école primaire, alors que de moins en moins on fait redoubler en école primaire. Alors si on prend l'origine nationale, on a une statistique globale qui est tout à fait parlante, puisque plus d'un tiers, 36% des enfants de parents maghrébins ont déjà redoublé en primaire, contre 20% pour les enfants de parents français. Et cette statistique, il faut aussi la décliner selon le sexe, elle est absolument frappante. On s'aperçoit que le retard scolaire des garçons d'origine maghrébine est beaucoup plus important que celui des filles, puisque 44%, presque un enfant d'origine maghrébine sur deux, a déjà de retard en 6e, alors qu'elles ne sont que, entre guillemets, 30% pour les filles. Donc, cette statistique-là, elle me semble très intéressante, parce que bien sûr, ce qui vaut pour l'entrée en 6e va valoir a fortiori pour la trajectoire au collège et au lycée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on suit de près ces affaires-là, on s'aperçoit qu'on a ces inégalités scolaires à l'entrée en 6e, et elles ne cessent de se développer ensuite. Et donc, on assiste à ce qu'un jeune sociologue très intéressant, Hugo Paletta, appelle le grand partage après la classe de 3e. Et dans ce grand partage, c'est d'un côté ceux qui vont pouvoir accéder à l'enseignement général, au lycée comme on dit en français, et ceux qui vont être relégués du côté de l'enseignement professionnel. Et donc pour aller très très vite, on s'aperçoit que ce grand partage, il opère largement au détriment des enfants de milieu populaire et a fortiori aux enfants qui ont grandi en banlieue. On s'aperçoit aussi que donc les enfants de banlieue vont majoritairement dans l'enseignement professionnel, mais aussi avec une particularité très française et qui leur est très défavorable par la suite, ils vont aussi massivement en lycée professionnel et ils n'entrent pas en apprentissage. La différence des deux, c'est qu'en apprentissage, vous avez un contrat de travail, vous êtes payé et en général, vous avez un métier et une possibilité d'être embauché dans des meilleures conditions qu'en lycée professionnel.
Donc en France, le lycée professionnel recrute massivement les jeunes de milieu populaire. 80% des élèves de l'EP, lycée professionnel, sont d'origine populaire, avec une majorité de gens qui viennent des US. Et ce qui est intéressant là aussi, c'est que quand on regarde ce fameux grand partage, il y a là aussi dans un article de Yael Greenbaum et Annie Kieffer, publié dans une revue du ministère, vous avez une très belle statistique sur ce qu'on appelle la commission d'appel. En fin de troisième, quand vous n'êtes pas content de l'orientation que le conseil de classe vous suggère, il existe une possibilité institutionnelle de faire appel à l'avis du conseil de classe. Et quand on regarde cet appel, on s'aperçoit que les enfants de maghrébins sont 2 fois plus nombreux que les autres enfants de classe populaire à demander, à faire appel, c'est-à-dire à refuser l'entrée en lycée professionnel pour demander une entrée en lycée général. Et cet indicateur est très fin et très juste et très intéressant pour nous, sociologues, parce qu'il montre bien, ce qu'on a déjà montré avec Pialou déjà il y a 15 ans, le refus extrêmement massif des jeunes d'origine maghrébine d'entrer dans l'enseignement professionnel, qui est perçu comme l'antichambre de l'usine et qui est perçu comme le redoublement de la stigmatisation sociale, ethnique et autres. Et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Omar Sy, parce que Omar Sy, justement, il accepte, lui, d'entrer dans l'enseignement professionnel, parce que pour lui et pour ses parents, ce n'est pas honteux, c'est perçu comme possible. Là aussi, on pourrait distinguer la caractéristique des notamment jeunes d'origine algérienne, c'est ce très fort refus de l'enseignement professionnel et de la vie d'usine, donc qui renvoie bien sûr à la fois, il me semble, l'histoire sociale parentale, les parents surexploités comme OS ou l'autonomie, mais aussi à l'histoire simplement coloniale et le refus d'être traités comme des subalternes sur le marché du travail. Alors, pas de diplôme, donc pas de taf. Pas de taf, il n'y a pas de travail. Donc là aussi, si on regarde de près, je ne vais pas être très long là-dessus, quand on regarde de près les statistiques sur le marché du travail, on s'aperçoit bien sûr que ces statistiques-là sont extrêmement frappantes, puisque pour les jeunes de 18-24 ans, ceux qui ne sont pas dans les études, près de 50% des jeunes de ZUS sont au chômage aujourd'hui. Donc il y a un chômage véritablement massif qui renvoie, semble-t-il, au moins à 2 processus: l'absence de diplôme pour certains d'entre eux, ou l'arrêt à un niveau de diplôme qui est insuffisant, et peut-être bien évidemment des questions très fortes liées à la discrimination sur le marché du travail. Je suis plus prudent là-dessus, mais en même temps, parce que, comme vous le savez peut-être, la mesure de la discrimination est quelque chose d'extrêmement difficile à faire. Il y a une enquête de l'INED, Théo, c'est une très belle enquête, mais je trouve, sur le côté discrimination, qui me semble critiquable, puisqu'on demande aux enquêtés s'ils ont été victimes de discrimination. Et donc là, c'est bien sûr une réponse très subjective, et donc il est très difficile de faire le départ entre ce qui a été ressenti subjectivement et ce qui a été le fait objectivement d'une vraie discrimination. Et là, c'est là où il faut vraiment avoir des données d'institution ou faire un travail d'observation participante pour mesurer la discrimination. Je peux parler de discrimination parce que pendant plusieurs mois, j'ai été à Sochaux, à Montpellier, j'ai été stagiaire dans une mission locale, donc j'ai assisté en direct à des coups de téléphone à des patrons de restaurateurs, coiffeurs et autres, et bien évidemment, tout allait très bien jusqu'à ce qu'on dise le prénom ou le nom de la personne, et là tout d'un coup, la porte se fermait. Je ne fais pas le naïf, je sais très bien que ces discriminations existent, par contre la mesure peut-être plus compliquée à mettre en place. Donc ça, c'est bien sûr le deuxième aspect. Le troisième aspect, donc, pour cette fraction qui est la fraction en bas de la hiérarchie des jeunes de banlieue, celle qui a du mal, celle que Elias appelle pour les garçons la minorité du pire, celle sur laquelle se concentre l'attention. Un troisième aspect essentiel, sur lequel je n'ai pas enquêté, mais qui est très important, c'est pas de meuf. La question du dérèglement du marché matrimonial. Si parmi vous, il y a des étudiants qui souhaiteraient faire des thèses là-dessus, je pense qu'il faut étudier de près le fonctionnement du marché matrimonial des jeunes de banlieue, ou ce que Younes Amarani appelle dans ce livre, et beaucoup d'autres l'ont dit, ce qu'ils appellent la misère sexuelle des jeunes de banlieue, sans faire de sensationnalisme. Il faudrait essayer d'étudier de près comment fonctionne le marché matrimonial, comment pour beaucoup de filles des quartiers,
entre guillemets, qui habitent ces quartiers, comment ces jeunes qui n'ont pas de diplôme, qui se comportent souvent à l'extérieur avec beaucoup d'attitudes comme ça provocatrices, de bravade, comment ils ne sont pas des bons produits sur le marché matrimonial, ils ne sont pas attractifs. Et comment finalement il y a eu un détournement dans ce marché matrimonial. Beaucoup de ces jeunes-là vont trouver une femme, notamment en Algérie, au Maroc. Il y a eu la réactivation aussi du marché de l'immigration à partir de l'immigration, à partir de ces fonctionnements-là. Je pense que ce sera étudié de près, mais je pense aussi que c'est pour beaucoup de garçons un handicap très important. Je me rappelle avoir fait un entretien très long avec une fille que j'avais interviewée quand elle avait 17 ans, et je la vois 7 ans plus tard quand elle a 24 ans. Elle est mariée avec un gars du Maroc, et donc dans l'entretien, je lui parle longuement de cette question du marché matrimonial. Elle me dit, mais pour moi, c'était inimaginable. Ces mecs-là, ils étaient inimaginables. Je ne pouvais pas les envisager, c'était impossible d'avoir quelconque relation avec ces gens-là parce qu'ils n'étaient pas assez sérieux. Et donc j'ai préféré, me dit-elle, entre guillemets, la sécurité. Et j'ai choisi quelqu'un qui venait du Maroc, qui avait fait des études, et qui, pour ma mère, présentait bien. Alors le dernier point sur justement ces effets de contexte, c'est bien sûr un point très important, ce que Fabien Jobard, J-O-B-A-R-D, appelle, je trouve une formule juste, le resserrement de l'étau policier, surtout de l'étau pénal. Le resserrement de l'étau policier et pénal. Donc là, sur ces questions de police et de justice, vous avez énormément de travaux, les travaux de Laurent Mukeli, le dernier livre de Didier Fassin et le travail de Fabien Jobard. Donc insister sur le fait, c'est l'expression que les sociologues de la police et de la justice emploient aujourd'hui, le fait que ces jeunes constituent une clientèle policière. Donc il y a aujourd'hui en banlieue un face-à-face régulier qui se fait entre ces jeunes qui sont dans la rue et la police, avec la police qui est formée pas forcément pour ça, le rôle de la BAC, Didier Fassin insiste à juste titre là-dessus, le fait que beaucoup de ces jeunes, de ces policiers jeunes viennent non pas de banlieue mais de l'extérieur, de province, ont une vie tournée vers la province, ils sont là pour 3, 4, 5 ans, ils doivent faire entre guillemets la banlieue, alors les plus intrépides d'entre eux vont aller à la BAC parce que ça devient un métier excitant, parce qu'on va prendre au collet les jeunes dits de banlieue, quitte parfois à les arrêter 8 fois dans la journée pour faire durer le plaisir. Et je pense que cette relation sociale extrêmement conflictuelle entre la police et les jeunes est centrale pour expliquer bien sûr une espèce de rage sociale, voire de haine sociale que beaucoup de ces jeunes ont vis-à-vis de la police et que les textes de rap rappellent bien sûr à foison. Ce que Fabien Jobard, sur quoi il insiste, je crois, à juste titre, c'est bien sûr le fait aussi que la politique pénale ait changé. Et que de plus en plus, depuis 94-95, ces jeunes de banlieue deviennent la proie, deviennent l'objet de sanctions pénales de plus en plus lourdes, notamment pour les mineurs. Il y a eu un alourdissement des peines, un alourdissement des sanctions, contrairement à tout ce qui est dit sur le laxisme de la justice. Fabien Jobard insiste à juste titre, je crois, sur ce resserrement de l'étau pénal, et il insiste bien sûr sur l'invention, en tout cas la réactivation d'une peine pour outrage qui s'est diffusée massivement. Et aujourd'hui, quand vous insultez un policier, il fut un temps où quand il y avait des policiers de proximité, etc., on les insulte, on les oubliait. Aujourd'hui, les insultes ne sont pas oubliées, elles sont tout de suite l'objet d'un procès-verbal, d'outrage, de poursuites judiciaires, d'inscription sur le casier judiciaire. Donc le casier judiciaire de ces jeunes s'est alourdi, non seulement parce qu'ils peut-être pour des faits objectifs, mais surtout parce qu'il y a eu bien sûr une politique pénale qui s'est beaucoup plus lourde et qui bien sûr rend beaucoup plus difficile les possibilités de entre guillemets, rédemption sociale de la part de ces jeunes, sachant bien sûr aussi, ça a été raconté de nombreuses fois, dans cette logique-là de cercle vicieux, le passage par la case prison peut être perçu et reconnu comme un acte de bravoure sociale. Là, on a fait ses preuves, on est vraiment dans la bonne carrière, entre guillemets, délinquant. Alors, mon troisième point sera davantage centré sur la question qui paraît être un enjeu décisif, de la représentation de la banlieue. Et là, je pense qu'effectivement, tout ce que j'ai dit là, j'ai fait une sorte de focus uniquement sur ce qui passe
un petit peu à l'intérieur de la banlieue, mais je pense que c'est très important aussi de réfléchir sur la manière dont on représente la banlieue, les jeunes de banlieue, dans les films, dans les séries, dans les journaux télévisés. Je pense là aussi que cette question de la représentation sociale de la banlieue exerce des effets très importants. Et donc, dans un premier temps, je vais insister sur ce que Laurent Micheli appelle le tournant des années 1990-2000. Dans un récent article, Laurent Micheli parle de ce tournant où, effectivement, la banlieue va commencer à être l'objet de représentations de plus en plus négatives. Première date importante, c'est 1989, lorsque surgit la première affaire du foulard islamique. Et dans la foulée, un an plus tard, 1990, les émeutes urbaines de banlieue. Et en fait, on a une période comme ça, ce tournant des années 90, on a à la fois l'affaire du foulard, on a les émeutes de banlieue, et on a aussi la première guerre du Golfe. La première, c'est intéressant de revenir sur l'histoire. La première guerre du Golfe, pendant des semaines et des semaines, les médias français vont se demander, mais est-ce que finalement, il va y avoir un enchaînement dans les banlieues? Est-ce que les jeunes dits de banlieue vont rejouer la guerre Irak-Iran dans les banlieues? Est-ce qu'on va craindre les réactions anti-françaises, etc. Et ces trois événements vont avoir un retentissement général dans la société française. Et puis vous avez bien sûr un troisième moment, qui est un deuxième moment, qui est ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'épisode de Rallye Clérical, avec bien sûr une montée en puissance de cette dramatisation de la représentation de la banlieue à partir des années 2000. Et notamment à partir, effectivement, de l'impact du 11 septembre 2001 en France, avec bien sûr un tas de peur que de nouveau la banlieue s'embrase, et avec bien sûr des lois qui vont être votées de circonstance sur les signes religieux en 2004, sur la burqa en 2010-2011, comme si, on pourrait dire, le problème social numéro 1 en France était la question du hijab ou de la burqa, alors même que parallèlement, sur quoi je vais insister dans cette partie, les aspects sociaux, les aspects du marché du travail, les aspects de discrimination, les aspects de discrimination aussi policière, voire de racisme, étaient comme ça, passaient à la trappe. Et ça me semble très important parce que bien évidemment, aujourd'hui, cette représentation négative joue un rôle majeur dans la perception des banlieues. Alors, pour contrer cette représentation, on va dire négative, je reviens dans un deuxième temps sur cet aspect très important de l'hétérogénéité du monde de la banlieue. Je pense que pour donner une autre image de la banlieue, il faut insister sur ce point-là. La banlieue est diverse. Il n'y a pas qu'une jeunesse de banlieue. En général, la jeunesse de banlieue que vous présente, c'est celle, effectivement, dont j'ai parlé tout à l'heure, celle de la minorité du pire. Et celle de ces jeunes qui font, entre guillemets, des bêtises, ou parfois des grosses bêtises. Et c'est là où on peut effectivement réfléchir sur, à travers cette bêtise, donc à travers cette inscription dans les bandes, quel est le rôle des bandes, quel est le rôle social des bandes. Et donc là, on peut revenir à nos travaux fondateurs. Il y a un très beau texte de Michel Pialou, que Henri Pérez de la salle vous a dit il y a du temps, qui s'appelle Jeunes saisonniers et travailleurs intérimaires, où déjà, pour les cités de transit des années 65-75, Michel Pialou montrait le rôle essentiel des bandes. C'est un rôle, la bande joue un rôle d'espace médiateur, de construction de soi. Et donc, dans la bande, une partie de ces jeunes se construisent eux-mêmes, se construisent une réputation, etc. et trouvent là une forme de reconnaissance à l'intérieur de ce monde social particulier qu'est la bande. Le dernier livre de Marwan Mohamed le montre aussi. Quand vous êtes jugé nul scolairement et outcast par ailleurs, voilà, la bande vous permet de reconquérir une forme d'estime de soi. La grande transformation aujourd'hui, c'est que ces bandes-là, quand on compare historiquement, ces bandes-là, effectivement, a duré un certain temps. Vous étiez dans une bande, mais à un moment donné, vous vous rangiez. Quand vous étiez un jeune milieu populaire, les parents français ou autres, peu importe, il y avait un moment dans la biographie où vous cessiez d'appartenir à une bande parce que vous aviez rencontré l'âme sœur, une femme, vous vous mariez ou pas, vous fondiez une famille, et à ce moment-là, l'expression française était de dire « et là, je me suis rangé ». Et on se range par, bien sûr, la famille, mais aussi par le travail non qualifié, chauffeur-livreur, ouvrier du bâtiment, etc. Ce qui faisait que progressivement, la carrière délinquante était uniquement un moment dans une carrière sociale. Ce que tous les travaux montrent aujourd'hui, c'est que la carrière délinquante s'est allongée, puisque ce qui était un frein à
carrière, à savoir l'obtention d'un travail, la fondation d'une famille, sont de moins en moins fréquents. Donc il y a un allongement de la durée de vie de la carrière délinquant de la bande aujourd'hui dans la société, dans une partie des jeunes de bande. Alors, ça, c'est, on pourrait dire, cette question-là, c'est ces jeunes, voilà, cette minorité du pire, mais à côté de cela, il faut bien sûr insister sur un autre point qui me paraît très important, c'est le fait qu'il y ait, bien sûr, à côté de ces jeunes-là, il y a une partie de la jeunesse de banlieue qui réussit très bien. Hein. Donc là aussi, on n'a jamais sorti vraiment les statistiques, mais vous avez un tas de jeunes de banlieue qui réussissent leur baccalauréat, qui entrent à l'université, qui entrent à Sciences Po, beaucoup moins là-dessus, mais de plus en plus à Sciences Po grâce au programme ou à l'ESSEC. C'est cette jeunesse invisible de banlieue dont on ne parle jamais. Et ça me semble intéressant peut-être d'étudier les rapports entre la jeunesse qui réussit et la fraction indésirable, la fraction qui fait minorité du pire. Et là, peut-être que les émeutes de 2005 ont été un moment assez intéressant parce qu'il y a eu effectivement, je crois, un moment d'une partie de la banlieue, un accord pour protester contre la stigmatisation collective. Il y a un texte de Mukeli qui dit bien, en première ligne étaient envoyés les jeunes les plus durs, ceux qui allaient au combat, ceux qui voulaient entre guillemets casser du flic, mais vous aviez un accord informel, un accord parfois de la part des jeunes de banlieue, y compris bien scolarisés, y compris qui faisaient des BTS ou qui étaient à l'université, y compris de jeunes femmes qui ne pouvaient pas condamner l'action des jeunes parce qu'elles considéraient que finalement il y avait à ce moment-là une trop forte stigmatisation et le fait que ces jeunes étaient trop maltraités. Alors sur ce point-là, je voudrais insister donc dans ma dernière partie sur en quoi la banlieue peut être perçue comme une ressource et autrement, une ressource sociale. Alors je vais prendre pour exemple une étude que j'ai dirigée cette année, que je trouve très originale, c'est prendre les jeunes de banlieue à partir du pôle travail et syndicalisation. Donc un de mes étudiants a fait une étude pendant une année, il a étudié des jeunes de banlieue, de la région justement de Trappes et de Saint-Quentin, qui sont devenus des militants d'usine, militants CGT, qui sont devenus ouvriers, puis militants CGT. Et donc ça, c'est un processus qui est très peu étudié. Aujourd'hui, par exemple, à la CGT, vous avez 3 secrétaires départementaux, des unions départementales CGT, ce sont des structures importantes au point de vue syndical, qui sont tenues par des jeunes d'origine algérienne, 2 femmes et un homme. Et donc il y a une présence de plus en plus forte des jeunes d'origine immigrée, notamment maghrébine, dans les sections syndicales, mais ça on n'en parle jamais. Alors pourquoi ils se syndiquent et quelle est la complexité pour eux de faire ce pas du côté de la syndicalisation et du côté de la relève syndicale qui vient de leur part. Donc dans cette enquête, je vais en parler un petit peu en détail parce qu'elle est vraiment originale. D'abord, ce jeune, Charles Berthenot, a voulu aller dans l'union locale de Poissy et il a voulu rencontrer des jeunes de cité qui travaillaient dans des usines sous-traitantes de l'automobile de la Vallée de la Seine. Il a mis 4 mois à rencontrer quelqu'un. En fait, personne ne voulait lui parler parce qu'il était étudiant, perçu comme privilégié, des Deux-Sèvres, donc un monde provincial français, et donc il y avait la peur de parler aux sociologues, perçu aussi comme peut-être complice de la police, etc. Et grâce finalement à un long travail de terrain à l'union locale de Poissy, il a pu entrer en contact avec un certain nombre de délégués syndicaux des usines sous-traitantes, et puis progressivement faire des longs entretiens avec ces jeunes-là. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans un premier temps, ces jeunes de banlieue, ils arrivent à l'usine, ils n'ont pas 20 ans, ils ont 23, 24, 25 ans. Certains d'entre eux ont fait de la prison. Et à un moment donné, bon, ils sont dans cette logique-là, certains d'entre eux, 25 ans, 26 ans, ils décident d'entrer, enfin, dans une agence d'intérim. Parce que on arrête avec les conneries. On arrête avec les petits vols, les petits larcins, la délinquance, etc. Et donc, on essaie là de se ranger. Et ils sont dans ces usines-là qui sont très différentes des grandes usines d'automobiles. Ce sont des usines avec 50, 100, je sais que certains d'entre eux doivent partir, mais oui, je ne sais pas. Oui. Ceux qui veulent partir, comme ceux qui ont besoin d'aller à un autre cours, n'hésitez pas. On va faire une pause. J'avais noté au début, donc je ne comprends pas.
Non, donc je finis juste sur cet aspect-là. Comment des jeunes de cité se syndiquent, progressivement ils découvrent ce qu'ils appellent l'exploitage. Ne serait-ce que des mots, ils ne savent pas le mot exploitation, l'exploitage, et trop c'est trop. Et donc après ils vont voir à l'union locale, ils disent qu'est-ce qu'on doit faire contre l'exploitage. Et après les vieux militants, les vieux de la vieille, comme on dit, les forment petit à petit, il leur dit qu'il faut prendre une carte, il faut se syndiquer. Et donc le plus courageux d'entre eux prend une carte syndicale, crée un syndicat CGT, et ensuite les copains du quartier se syndiquent avec eux, et puis ils font des grèves, et ils obtiennent des droits, ils obtiennent des pauses, ils obtiennent un arrêt de cette surexploitation du travail, et puis petit à petit ils gagnent des voix, et ils installent des sections syndicales dans ces usines. Donc c'était une façon de vous montrer ce dont on ne parle jamais dans la banlieue, voilà, c'est voir ce qui se passe du côté du travail, montrer aussi qu'il y a tout un potentiel de militantisme chez ces jeunes, mais en même temps, bien sûr, un potentiel dangereux, parce que beaucoup d'entreprises savent très bien qu'il y a un côté un peu revendicatif chez ces jeunes. Certains, parfois, dans les usines, font parfois le coup de poing pour faire respecter leurs droits et en font entrer dans l'usine des aspects de la culture de cité qui sont pas forcément bon ménage avec la vie dans l'entreprise. J'avais une conclusion sur le foot, mais j'en parlerai par la suite.